bienvenue dans la semaine de l'éco spéciale République démocratique du Congo. Nous sommes à Kinshasa, la capitale. La RDC, c'est le plus grand pays francophone d'Afrique avec 79 millions d'habitants. Ressources minières, ressources agricoles, le potentiel est énorme dans un pays qui est aussi grand que l'Europe. Alors bien sûr, plus de 80% de la population vit encore sous le seuil de pauvreté, mais les investisseurs reviennent ainsi que des entrepreneurs congolais. Nous sommes allés à leur rencontre. Patricia Nzolantima, bonjour. Bonjour Stéphanie. Alors vous avez créé votre société qui s'appelle EXP Communicart il y a 6 ans. Avant cela, vous avez travaillé au Sénégal, en Afrique du Sud et vous êtes retourné au pays pour créer votre société. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y avait de véritables opportunités ici à Kinshasa? Oui, tout à fait. Bon, la première raison, c'est d'abord parce que je voulais être au Congo. C'est vrai que moi, étant donné que je suis née et étudiée j'ai fait une partie de mes études ici au Congo. J'ai fait le droit. Vous vouliez retourner au pays? Voilà, je voulais retourner au pays parce qu'il était très important de pouvoir rentrer et donner ce que j'ai pu apprendre à l'extérieur. Et donc, je suis revenue et j'ai monté... Vous avez monté votre entreprise? Tout à fait, spécialisée en marketing communication. Ça a été compliqué au début, vous avez eu du mal à trouver un prêt? Oui, tout à fait, parce que bon, en Afrique, vous savez que quand vous êtes jeune et que vous venez vous lancer, c'est pas toujours évident. Les banques ne font pas confiance aux jeunes en disant bon, il faut hypothéquer quelque chose. Et vous imaginez, quand on est jeune, on n'a pas de maison hypothéquée ni de biens de Donc comment avez-vous fait? J'ai eu une banque qui a cru en moi, heureusement. Bon, je suis allée convaincre. C'est vrai que les premiers mois étaient très difficiles et aussi parce que j'avais quand même des économies. J'avais travaillé pour des multinationales au Sénégal et donc ça m'avait permis de mettre quand même de l'argent de côté. Donc je me suis lancée avec mes propres fonds et par la suite la banque m'a suivi. Mais 6 ans après, vous avez quand même plusieurs clients, des clients comme Coca-Cola, donc ça marche bien. Vous avez l'impression que la RDC a évolué un peu en 6 ans? Tout à fait, évolué. Pour moi, personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à prendre par rapport à la RDC. D'abord parce que je suis une amoureuse de l'Afrique et je vois des opportunités là où peut-être les autres verront des problèmes. Et je pense qu'effectivement, lorsque nous regardons en arrière, aujourd'hui, oui, la RDC est en train d'évoluer parce que ce ne sont pas des business aujourd'hui à Kinshasa. Oui, il y en a pour ceux ou celles qui croient à l'avenir du pays. C'est vrai que certaines personnes diront, bon, il n'y a rien à faire, mais il n'y avait rien à faire pour tout le monde. On est venu, on regarde quel est votre champ d'activité, qu'est-ce que vous pouvez apporter. Et c'est sur base de ça que moi, je me suis réalisée par rapport au marketing, parce que c'est quelque chose que j'aimais. Alors en même temps, vous avez dit c'est difficile et le climat des affaires n'est quand même pas très au beau fixe dans le pays. Oui. Quel est votre sentiment sur le climat des affaires? Comme dans tous les autres pays, également en Afrique. C'est pire en RDC, ils sont très mal classés par la Banque mondiale. Nous étions mal classés, mais peut-être aujourd'hui par rapport au rapport de Moody's, on a quand même pris de l'avant. Effectivement, le climat c'est pas facile. Quand on parle par exemple de corruption, quand on vous demande à vous, Patricia, de payer des pots de vin par exemple, qu'est-ce que vous je ne fais pas parce que je pense que la seule manière ou la seule façon de pouvoir changer les choses est de pouvoir dire non. Parce que si nous nous complaignons dans cette situation de pouvoir donner, c'est là où nous sommes en train de détruire notre pays, notre continent, parce que je ne parle pas seulement par rapport à la RDC, je parle par rapport à l'Afrique. Je suis l'enfant de l'Afrique et je pense qu'il y a de ceux-là qui refusent. Tout le monde n'est pas dans la corruption, parce que la corruption, nous le trouvons partout. Effectivement, les gens pointent beaucoup. Donc vous arrivez à résister à cela? Tout à fait, et on peut résister. C'est pas évident, mais je résiste effectivement. Sans aucune prétention, je n'ai jamais donné des commissions. Patricia, vous pariez sur les femmes en Afrique, hein. Vous en avez embauché un certain nombre. Vous avez lancé ce magazine Working Lady qui met en avant la femme entrepreneur. Alors, il y a une place pour les femmes dans l'entrepreneuriat en Afrique plus particulièrement. Tout à fait, et je suis convaincue que l'avenir de l'Afrique repose entre les mains de la femme. Pourquoi? Parce que la femme est une personne qui a un grand cœur, est une personne qui investit pour l'avenir de ses enfants, pour l'avenir de l'Afrique. Et aujourd'hui, les femmes ne sont pas dans l'action. Une grande partie des femmes, et aujourd'hui, je crois en la femme. Votre rêve, vous, c'est de créer une banque pour les femmes? Je voudrais, oui. Mon souhait, c'est vraiment de pouvoir créer une banque pour les femmes. Pourquoi? Pour pouvoir aider des femmes. Parce qu'il y a des femmes qui ont des idées, qui ont des super projets, mais qui ne trouvent pas de financement. Et mon objectif, je le dis sur le long terme, c'est de créer une banque qui s'appellera Banque Femmes d'Avenir. Pourquoi ces femmes d'avenir? Des femmes qui commenceront très bas et grâce à la détermination et avec leur force de travail, elles pourront devenir ces femmes d'avenir qui pourront changer. Alors les femmes, vous le disiez, c'est vrai qu'elles remboursent mieux, hein, les chiffres le montrent, les emprunts. On a un certain nombre déjà au Congo qui utilisent le microcrédit pour sortir de la pauvreté, pour créer aussi des petites entreprises. Regardez tout de suite ce sujet
ce reportage de Mehdi Medeb parce qu'une entreprise française pense que c'est une opportunité. Et on se retrouve ensuite. Oh, bonjour. Bonjour. Il n'y a pas d'électricité. Pas de courant, une situation tristement banale à Kinshasa. L'atelier de couture de maman Mariette fonctionne au ralenti. La couturière se désole. Elle pourrait prendre beaucoup plus de commandes. Les ordinateurs ici, tout ça, ça fonctionne avec du courant. Il n'y a pas moyen de travailler. C'est le Mac à gagner. Il y a des machines là-bas qui est bloqué là-bas à cause du courant. Investir dans un générateur, pas rentable pour Mariette. Avec un microcrédit, elle a déjà emprunté 3 000 $ pour son loyer et se fournir à Dubaï. Un financement vital pour son activité. Et avec mes propres moyens, je ne pouvais pas. C'est pourquoi, comme on donnait la publicité, et puis ils partaient de porte à porte, solliciter les clients, et de bouche à l'oreille par les amis, je me suis décidée pour aller là-bas parce que j'ai des projets à réaliser. Rebonjour. Les projets de Mariette passent par l'agence de cet homme. Implanté depuis 9 mois, Oxus a déjà 7000 clients. Les microcrédits en plein boom dans un pays où les crédits classiques sont largement inaccessibles. Et c'est un secteur bancaire très très faible et des besoins en termes de services financiers pour la population qui sont encore énormes et pas du tout servis. On estime qu'aujourd'hui il y a à peu près 2% des Congolais qui sont bancarisés et 2% donc du besoin qui est servi par les banques ou les institutions de microfinance. Aujourd'hui c'est un secteur qui croît de 20% par an sensiblement, qui pourrait croître beaucoup plus que ça si d'autres acteurs professionnels internationaux auraient la bonne idée de venir s'implanter ici. Bonjour maman. Chaque jour, ils sont des centaines à emprunter 200 $, parfois moins. Un luxe dans un pays où la moitié des agences bancaires sont concentrées à Kinshasa. Alors nous sommes ici à la BCDC qui est l'une des 4 banques congolaises. Je suis en présence de Michel Lozambe, bonjour, qui est président de l'association des banques congolaises, également patron de la BIAC, la Banque internationale pour l'Afrique du Congo. Alors c'est vrai que lorsqu'on entend que 2% seulement des habitants de RDC ont un compte en banque, c'est très faible, y compris en Afrique. Comment l'expliquer ? Écoutez, 2% effectivement c'est très faible. C'est un peu plus si on inclut les comptes de la microfinance. On estime à peu près 4 millions de comptes, ce qui nous amène à peu près à un peu moins de 5%. Mais ça reste très très faible. Les Congolais n'ont pas confiance en leur banque ? Il y a effectivement eu pas mal de problèmes de confiance. Vous savez que ce pays est passé à travers des crises sociopolitiques importantes et une contraction de l'économie très importante dans les années 90 qui font que la plupart des Congolais ont ignoré le système bancaire pour transacter directement et éviter l'impact de l'hyperinflation sur leurs avoirs. Mais là en même temps c'est un secteur en pleine expansion. L'enjeu pour vous, est-ce que ça n'est pas de bancariser cette économie informelle qui représente 90% de l'économie en RDC ? Absolument, c'est notre objectif principal, de rebancariser cette économie, la ramener du secteur informel vers le secteur formel, et non seulement au niveau des individus, qui ne sont aujourd'hui que les 4 millions sur les 70 millions, mais également toute cette économie qui a soutenu ce pays pendant les années difficiles. Parce que pour l'instant, le secteur bancaire, c'est 4 milliards de dollars, ce qui représente, c'est l'équivalent d'une agence bancaire à Paris. Donc ça reste très faible, mais c'est en pleine croissance. Oui, le secteur bancaire est en pleine croissance. 4 milliards dans l'absolu, ce n'est pas grand-chose. Mais le secteur bancaire a connu des taux de croissance de 5 à 6 fois la croissance du PIB, avec des taux de croissance de 30 à 40%, ce qui en fait un des secteurs les plus dynamiques et les plus rentables de l'économie congolaise à ce stade. Donc c'est absolument notre objectif de le rebancariser au plus vite. Le gouvernement a pris l'initiative de bancariser 1 million de fonctionnaires d'ici au mois de juin. Que pensez-vous de cette initiative, Michel Lozambe ? C'est une excellente initiative parce qu'elle concourait à 2 objectifs en même temps, qui est celle d'abord du côté gouvernemental d'améliorer la transparence dans la fonction publique et en même temps de mettre fin à la gabegie et aux difficultés d'organiser la paye manuelle autour de ce million de personnes. Et du côté du secteur des banques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur les 4 millions de personnes qui sont aujourd'hui connectées au système bancaire, 1 million de fonctionnaires représentaient une augmentation de plus de 25% du nombre de personnes bancarisées.
Donc, vous pensez que ça va avoir un impact plus large également sur le secteur? C'est ce que nous espérons, effectivement, qu'il y ait un effet d'entraînement. Parce que derrière chacun de ces fonctionnaires, nous espérons que de proche en proche, les différents fournisseurs de services et de biens auxquels s'adresse ce million de personnes finiront eux aussi par se bancariser et créer l'effet d'entraînement pour arriver à relancer la bancarisation du pays. Lorsqu'on regarde le climat des affaires en RDC, il est encore dans les 6 derniers des classements de la Banque mondiale. Comment l'expliquer pour vous? Quel est le climat des affaires ici, Michel de Sembé? La RDC reste encore un des pays au monde où il est le plus difficile de faire des affaires. Nous avons deux secteurs particulièrement lourds dans ce bilan, qui est la fiscalité en RDC et le système judiciaire, qui représente des difficultés importantes pour les entreprises de fonctionner. Donc il y a multiplicité de taxes, multiplicité de procédures. Comment ça se traduit? Oui, effectivement. Certains experts ont essayé d'évaluer le nombre de taxes et redevances auxquelles une entreprise qui a une vocation à fonctionner sur l'ensemble du pays est confrontée. On parlait de plus de 900 différentes taxes, ce qui fait qu'il est impossible de les respecter toutes. Et à partir du moment où il est impossible de toutes les respecter, ça prête le flanc, bien sûr, à certains abus et à un certain harcèlement auxquels les entreprises sont confrontées. Et à la corruption également. La corruption, malheureusement, fait partie de ces fléaux. Vous restez optimiste? Je reste tout à fait optimiste. J'ai tendance à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et j'espère que les élections de 2016 seront de nature à renforcer nos institutions et à permettre un climat des investissements où le secteur privé se sentira plus à l'aise et prendre des mesures ou des décisions qui vont aller dans le sens de la croissance de cette économie.